tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Bonsoir très chers amis, bienvenue chez nous sur www.congosynthèse.com, www.toleka.net et www.ugcongovoice.com, notre plateforme où nous essayons de donner des nouvelles du pays d'ici. Une fois de plus, nous allons accueillir sur ce plateau notre très chère maman qui ne cesse ces derniers temps de se mettre à la hauteur de la situation du pays pour essayer de nous donner des nouvelles, pour essayer d'analyser et surtout de nous prévenir des dangers qui pourraient nous mettre dans la situation imprévisible au pays et ici. Alors, sans tarder, nous allons accueillir notre maman. Maman Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir, Jean-Guy. Vous n'êtes plus à présenter, je crois qu'on vous connaît. Celui ou celle qui ne vous connaît pas encore pourrait aller dans nos sites et pourrait voir votre biographie ou bien dans Google. En tout cas, c'est bien connu. Alors, merci à une fois de plus d'être revenu sur ce plateau. Pour commencer, comme à l'accoutumée d'ailleurs maintenant, si vous pourriez nous donner, pour le mettre ainsi, un petit résumé de la situation actuelle depuis, je crois, quelques jours. Nous n'avons pas été sur nos écrans. Si vous avez un update, comme on dit, sur la situation au pays, selon vous, vous avez vos quelques minutes de nous donner un peu la situation au pays. Qu'est-ce que vous en savez? Merci, Jean-Guy. Au pays, en fait, c'est la suite des événements qui ont eu lieu le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Je rappelle que le peuple, encadré par l'opposition du pays, le peuple a marché, les populations ont marché pour demander le retrait de la loi électorale, dont l'article 8 associait le recensement à l'organisation des élections législatives ainsi que l'élection présidentielle. Et comme nous le savons, le dimanche passé, le Parlement, à la suite de propositions du Sénat, a retiré l'article, le fameux article 8 dont je viens de parler. Mais j'ai suivi une déclaration hier de l'honorable Djongo qui dit que, en fait, rien n'a changé de la loi. Les gens seront très déçus. Je n'ai pas lu moi-même la loi, je tiens à le dire, mais en suivant l'honorable Djongo, il dira que l'article 237 terre dit en gros, donc il y a un piège, qu'il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de recensement. Donc finalement, la loi reste entière. Et j'ai également suivi l'arrestation aujourd'hui d'ailleurs de Madame Kodora Pascaline Kassongo. Elle a été arrêtée chez elle à la maison. Nous pensons qu'on l'a amenée peut-être à Makala, on ne sait pas encore. Mais elle a été arrêtée ce matin chez elle. Voilà un peu pour les faits que je suivis. Et d'ailleurs, je dois aussi ajouter, et ça c'est aujourd'hui qu'on me dira de Kinshasa, que la police comme l'armée, en fait, c'est plutôt la garde présidentielle habillée en habit de police, continue à enlever des enfants. On a enlevé 78 étudiants
pour une destination inconnue. Sont-ils tués? Sont-ils quelque part? On ne sait pas. Et dans d'autres communes aussi, on continue à enlever les jeunes gens. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. Donc la situation est très grave au pays. Nous allons y revenir. Ça, c'est parce que c'est un sujet pour lequel nous devons passer beaucoup de temps à analyser les conséquences. Bien. Avant d'aller plus loin, il y a eu une accalmie depuis quelques jours. Est-ce que cela est justifiable selon vous, cette accalmie, après toute la montée qu'il y a eu, la chaleur qu'il y a eu des soulèvements du peuple? Cette accalmie vous justifie sur un point ou un autre? Accalmie, oui, cela m'a été confirmé aujourd'hui. C'est une accalmie qui attend quelque chose. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il y a un retour à la paix, il n'y a pas de paix. Non. Est-ce que la population de Kinshasa, principalement, s'organise pour faire une messe demain, Mhm. une messe de requiem pour ceux qui ont été tués. Et je pense que c'est le respect qu'on doit aux morts, la dignité qu'il faut pour les morts, qui fait que les gens sont peut-être maintenant calmes. Mais je ne suis pas sûr qu'après cette messe, que le calme puisse continuer. D'autant plus que nous avons en fait, enfin, ça s'appelle République démocratique du Congo. Nous avons une république, mais nous ne savons pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Est-ce que c'est un royaume? Maintenant, les royaumes en Europe sont des royaumes organisés. Il y a des élections, et ceux qui sont élus se font respecter par leur peuple. Ils respectent leur peuple. Donc nous ne savons pas. Nous avons une république dont les gouvernants ont été élus, et ces mêmes gouvernants tirent sur ce même peuple que nous appelons souverain primaire, le même peuple qui a donné le pouvoir. Alors on ne sait pas très bien dans quel régime nous sommes. C'est une tyrannie, c'est une dictature, c'est une, je ne sais pas. Voilà, ce qui se passe au Congo, c'est assez grave. De la messe de demain, normalement, on va commémorer ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés les quelques jours passés ici. Mais je crois que la lutte n'est pas finie. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'attendre que la lutte soit complètement finie, qu'il y ait libération avant de faire cette grande messe des morts, que de la précéder, je ne sais pas, d'autres événements, par exemple? Est-ce que ce ne serait pas un signe lancé au peuple que non, bon, nous avons fini et puis bon, ça y est, la vie continue maintenant? Je dois rappeler que l'opposition a appelé le peuple à descendre dans la rue, mais en disant au peuple, prenez-vous en charge. Le peuple a déjà pris cette affaire en charge. Il n'y a plus personne pour reculer. Plus personne pour reculer. Le peuple fera ce qui sera bon pour son destin, pour l'avenir de tout un peuple. Donc on n'aura pas à reculer. Et bien sûr, lorsque il y a des morts, je pense qu'il est bon d'enterrer ces morts. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons finir et quand est-ce que le combat va s'arrêter. Ça, on ne sait pas encore. Parce que le combat sera âpre. Puisqu'aujourd'hui même, parmi les informations que j'ai eues, le militaire en tenue continue à circuler dans la ville et ils sont bien armés. Donc ils peuvent toujours à tout moment tuer. Bien. Parlons un peu des morts, parce que la dernière fois, quand nous avons eu les leaders de l'opposition sur place au pays, ils ont dit que les morgues étaient encerclées par les forces de la garde présidentielle. Ils ne voulaient pas libérer les morts. Des fois, ils enlevaient les morts dans les maisons, dans les rues, et ils allaient les jeter je ne sais où. Mais comment faire une messe des morts et enterrer les morts tant qu'il n'y a pas de morts visibles, palpables? Il y en a qui ne sont pas visibles. Beaucoup de morts, effectivement, ont été ramassés, comme toujours d'ailleurs. On les ramasse pour les faire disparaître, pour qu'on n'ait pas le nombre exact de morts. Ça, c'est une technique du régime Kabila. Mais les morts qui sont connus, on m'a dit aussi qu'il y en a au moins 41 ou 42 morts bien identifiés avec leur nom et leur maison. Ceux-là, ils seront enterrés. Et puisqu'ils seront enterrés, je pense qu'il est temps, il est bon qu'on puisse leur rendre le dernier hommage. C'est dans ce sens-là que je peux, moi, apprécier qu'il y ait demain messe ou culte en faveur, en l'honneur ou en hommage à ce mort-là. Juste un dernier point sur ce sujet. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa en place
laissera en paix enfin, la population enterrer ses morts? Nous ne savons pas, nous allons voir ça. Nous ne savons pas. Ils sont capables de réagir. Je ne sais pas ce qu'ils feront de morts. Hein. S'ils pensent que c'est toujours bon d'arracher les morts pour le faire disparaître, mais tout le monde entier sait qu'il y a des morts. Y compris Mende qui a parlé sur TV5 de 14 morts. Tandis que la FIDH a parlé de 42 morts, si je ne m'abuse, c'est 42 morts. Nous savons qu'il y a eu des morts, que l'armée congolaise a tiré sur la population. Il ne peut plus cacher ça. Un seul mort déjà, ça suffit pour provoquer une révolution. Mais justement sur les morts, maintenant le projet de loi reste toujours là, bien qu'on dise qu'on a essayé de retirer je ne sais pas, l'article 8, voilà, l'article 8. Mais normalement, quand un projet de loi, on revient encore dessus, quand un projet de loi fait couler du sang, comme le cas au Congo maintenant, normalement ce projet de loi doit être retiré totalement. Mais pourquoi on insiste encore à continuer? Et d'ailleurs, ils disent que, étant donné le retrait de cet article, et que maintenant les projets de loi pourraient continuer, mais nous avons des morts qui sont là, nous avons eu le sang qui a coulé. Est-ce que ces projets de loi devraient continuer? Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous en dites? Mais le projet de loi a déjà été promulgué par le président. Donc pour lui, le projet de loi doit s'appliquer. Pour nous, ce projet de loi, maintenant ce n'est plus un projet de loi, cette loi est sans valeur. C'est une loi du sang. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas attendre 2016 pour manifester le non à un mandat, je ne sais pas, d'un proche peut-être du président Kabila. Nous devons dire que désormais, les combats doivent être dans la rue, il doit continuer jusqu'au départ de ce président qui est venu pour tuer. Nous n'avons pas besoin d'un assassin, parce que nous avons un président assassin, nous avons un président même djihadiste. On est en train de poursuivre, de chercher comment mettre un terme à Boko, comment on l'appelle, Boko Haram. Oui, Boko Haram par exemple. Mais nous avons à la tête du pays des Boko Haram. Où est la différence entre Boko Haram, ce qu'il fait au Nigeria, et ce que fait le régime Kabila? Où est la différence? Il a toujours tué depuis qu'il est arrivé. Et nous allons attendre 2016. Pourquoi? Pour encore se faire tuer? Non, on peut réduire les morts pour que lui parte. C'est la raison pour laquelle notre peuple doit s'attendre à encore mener des actions sur le terrain et à être comme le peuple burkinabé, aller jusqu'au bout. Et j'ai fait appel aux forces armées congolaises. S'il y a des Congolais de sang parmi vous, pourquoi est-ce que vous tuez votre propre peuple? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Vous n'avez même pas de bon logement. Le salaire n'est pas bon. Alors pourquoi est-ce que vous tirez sur votre peuple? Ceux qui gênent l'aboutissement de ces combats, ce sont vous, les forces armées. C'est vous. C'est vous. Vous êtes responsables de ce qui se passe maintenant. Mais nous avons appris que les forces armées ou les Congolais, les militaires congolais, que ce soit dans la police ou que ce soit dans l'armée, ont été désarmés. Et ceux qui sont en train de tuer, ce sont de non-Congolais, des Tanzaniens, des Rwandais, des Ougandais, des Angolais et tout ce monde-là. Mais moi je dis, étant Congolais, quand on est militaire, on doit savoir comment leur arracher les armes. Nous avons appris aussi qu'ils sont 8000. Vous êtes combien? C'est votre pays. Comment est-ce que les gens qui viennent d'ailleurs, des militaires, vous savez où ils logent et vous vous laissez prendre comme ça? Bon, voilà ce que je peux dire. Revenons un peu sur cette loi qui est passée. Normalement, quand je ne sais pas, juriste, ça c'est dans votre domaine. Quand il y a eu approbation au niveau du Parlement, de la Chambre basse, et que c'est parti au Sénat, ça a été rejeté. Normalement, dans la logique, d'après ce que j'ai appris, il aurait pu avoir une commission paritaire mixte pour essayer d'élaborer un peu ce projet. Mais ça ne s'est pas fait directement, le président a directement approuvé. Comment vous pouvez expliquer cela?
Non, la loi a été effectivement confiée à une commission qu'ils appellent commission mixte paritaire. Et cette commission a opté pour les propositions du Sénat. C'est cette proposition du Sénat qui est partie au Parlement. Et le Parlement a adopté la loi modifiée en extirpant l'article 8 de la loi. Voilà ce qui s'est passé. Et par rapport à ça, cette loi extirpée de l'article 8 a été promulguée par le président Kabila. Ok. Il y a une question où les Congolais sont en train de se cogner le poing sur les têtes, s'il faut le dire ainsi. Ils se disent, bon, ok, cette chaleur, si pas ces vents de soulèvement étaient juste à cause de cette proposition des lois électorales, ou bien c'est vraiment pour la libération totale du pays. Ça, les Congolais voudraient le savoir. La loi électorale, la loi nouvelle, ce n'était qu'une goutte débordante. Les gens sont fatigués. Quel est ce gouvernement qui n'est là que pour tuer? Un gouvernement qui est là pour voler. Un gouvernement qui a ouvert le pays au pillage. Un pillage massif. Les étrangers viennent pour piller et c'est bon pour les étrangers. Tandis que notre peuple est parmi le peuple le plus pauvre de la planète. Je dis ici, je rappelle que en termes d'indice humain de développement ou d'indice de développement humain, le Congo a connu le record. Il a eu la place de 187e en 2012 et en 2013, c'est la place de 186e que le Congo a eu. Nous n'avons pas la place de l'année 2014, mais ça m'étonnerait que ça soit autre chose que peut-être la même chose que l'année 2012 ou l'année 2013. Ça m'étonnerait, ça sera toujours la même chose. Parce que notre peuple est toujours très très pauvre, avec un pays qui est immensement riche, dont on a dit que c'était un scandale géologique. D'après le magazine Forbes, M. Kabila, on doit rappeler, le nom qu'il avait avant, c'est alias Hippolyte Kanambe, à 15 milliards de dollars. Lui qui arrive en 87, pratiquement pieds nus, et puis quelques temps après, il devient le président du Congo. Le 26 janvier 2001, il prête serment en tant que président du Congo. Mais quand on prête serment, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des préalables. Comment est-il arrivé président du Congo? J'ai toujours posé la question à tout le monde, je n'ai jamais eu de réponse. Mais ce que nous savons, nous rappelons, nous allons toujours rappeler qu'en 1996, le Congo a été envahi, a été agressé par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, à travers une alliance qu'ils avaient créée, qu'ils appelaient AFDEL. L'AFDEL. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir M. Kabila, alias Hippolyte Kanambe, dans le valise de Laurent Désiré Kabila, qui était à l'époque leur porte-parole et qui s'est autoproclamé président de la République le 17 mai 1997. Et voilà, nous sommes à l'ère toujours de l'AFDEL, je le répète tout le temps. Donc pour nous, l'ère de l'AFDEL doit se terminer en poussant dehors M. Kabila. Parce que M. Kabila, il n'est pas à sa place. Il est président de la République. Une république, c'est la res publica, donc c'est la chose de tout le monde. Et il reçoit le mandat du souverain primaire. Et c'est ce souverain primaire qu'il est en train de tuer, avec l'espoir peut-être de faire changer l'architecture de la population congolaise. Ça a commencé déjà à l'Est. Et vous savez de quoi je parle. Mais ce mandat a toujours été contesté. D'ailleurs, je crois que Moïse Katumbi a parlé du troisième faux pénalty. Bien. Nous avons des leaders politiques de l'opposition qui sont là-bas, qui sont en train d'organiser ces mouvements de soulèvement, bien qui ont initié aussi. Mais il y a un problème. Nous remarquons
très attentivement d'ailleurs avec l'œil que nous avons du dehors du pays, qu'il y a des messages qui sont un peu confus. Les uns parlent de ne plus appeler au soulèvement parce qu'ils ont eu ce qu'ils souhaitaient. D'autres parlent de continuer. Vous, en tant que leader politique aussi, quelle serait votre lecture sur un tel comportement de vos collègues? Moi, je continuerai toujours à appeler à l'unité au niveau de l'opposition. Ce qui est important, c'est que le peuple veut. Le peuple veut le changement. Un leader qui refuse le changement, c'est un leader qui n'est pas avec le peuple. Donc j'appelle toujours à l'unité de leaders politiques. Et je sais que ce peuple, comme il a commencé, qu'il y a eu du sang, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Monsieur Kabila n'est pas plus fort que Monsieur Mobutu. Monsieur Mobutu a dû fuir le Congo. Il a fui Kinshasa. Il est mort au Maroc. Et Monsieur Kabila va finir par partir. Il ne pourra pas résister. Il partira. Parce que nous n'avons pas besoin de lui. En fait, personne n'est indispensable. Il n'est pas indispensable. Et il partira. Et cette affaire du départ de M. Kabila doit être l'affaire du Congolais. C'est notre affaire. Nous devons le faire partir. Et après le départ de M. Kabila, nous refuserons toute personne qui viendrait parce que soutenue par l'extérieur. Nous devons le dire. Parce que jusque-là, c'est l'extérieur qui soutient ces gens qui viennent nous gouverner. Ils soutiennent, bien sûr, il y a les Congolais aussi qui soutiennent par la suite. Mais nous connaissons les résultats. C'est toujours contre le peuple congolais, contre le petit enfant du Congo. Parce que les petits enfants du Congo, dites-moi comment est-ce qu'ils mangent. Très peu mangent. Et nous voulons que le petit enfant du Congo mange à satiété. C'est ce que nous cherchons. Un jour. Et qu'on respecte les droits fondamentaux. Il n'est pas normal qu'au Congo, qu'il y ait par exemple 7 millions de Congolais en exil. Mais pourquoi? Nous devons arriver à récupérer notre pays. Pour que les Congolais rentrent chez eux, parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Et nous n'allons plus accepter ce genre de comportement de certains de nos compatriotes qui soutiennent l'inacceptable. Comme maintenant, nous avons des Congolais qui soutiennent l'actuel régime. Ça doit changer. Ok. Vous avez parlé un peu de la répression de la population, de la jeunesse, surtout des étudiants. Nous avons eu information il y a quelques jours de la venue au pays d'un contingent de forces spéciales du Rwanda qui ont atterri au niveau des Ndolo. Pardon. Quelques jours plus tôt, nous avions eu l'information de la venue de bataillons de l'Angola qui sont venus mater le peuple. Comment pourriez-vous nous dire par rapport à un gouvernement, parce que une entrée des forces de l'extérieur doit être accordée par le gouvernement en place. Comment expliquez-vous un gouvernement qui s'est dit des souverains primaires, comme vous l'avez appelé, et comme nous le savons, faire venir des forces spéciales d'autres pays pour venir mater sa population, pour venir tuer sa population? Quelle serait votre lecture si jamais, demain, le pays devait revenir entre les mains de la population congolaise comme telle, par rapport au comportement des actuels dirigeants? Nous n'avons pas de gouvernement. Encore, nous n'avons pas un gouvernement qui est là pour le peuple. Nous avons des ennemis. Nous avons, si vous voulez, des terroristes au gouvernement. Nous avons un président qui est djihadiste. Vous savez ce que c'est qu'un djihadiste? Donc notre président du Congo, c'est un djihadiste. C'est pour cela que nous devrons tout faire pour le mettre dehors. C'est ça. Et après, le problème se posera après qu'il soit parti. C'est là où on doit être très très intelligent. Et d'ailleurs, moi je dis à l'opposition, qui est sur place et la société civile, de déjà commencer à s'organiser, qu'ils aient déjà une sorte de shadow cabinet. Donc déjà un gouvernement de l'ombre. Aussitôt que les choses changent, eh bien ce gouvernement va commencer à gérer le pays. Et c'est vraiment important. Mais n'oublions pas, il n'y a pas que le civil, il n'y a pas que le politique, il y a aussi le militaire. C'est pour cela que je fais moi appel aux militaires qui sont partis de se rappeler qu'au Congo, il y a un problème. Nous devons avoir une armée qui soit digne de notre pays. Moi, je peux faire appel à quelqu'un comme
j'espère qu'il est encore en vie, comme par exemple le major Mpika. Que le major Mpika, là où il est, qu'il se réveille, qu'il organise l'armée de demain. Moi, je ne serais pas offusqué de voir, par exemple, le major Mpika qui est parti, qui n'a fait que protéger la population jusqu'à présent. C'est un des rares militaires dont on a dit qu'il est vraiment pour la population et qui a été arrêté sous Mobutu et qui doit être maintenant en exil. Il y en a d'autres qui sont comme lui. Qu'ils s'entendent. Et il est temps pour rentrer au pays. Nous devons avoir je dirais, des forces armées bien organisées. Et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ceux qui ont démontré leur amour en tant que militaires au Congo, en tant que forces armées. C'est très important. Si par exemple le général Maïl était encore en vie, je pense qu'on allait le citer. Je ne connais pas beaucoup de bons militaires qui étaient avec la population. En tout cas, lui, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est un nom qui rassemble tous les militaires et tous les civils. Pourquoi pas? Pourquoi pas ne serait-il pas devant? Pourquoi pas? Pour la transition, par exemple. Okay. Juste sur ce point, un dernier sujet. On s'acharne sur les étudiants. Les étudiants, c'est presque la population active d'un pays. Pourquoi ces gens pointillent seulement les étudiants, les jeunes et laisser les adultes? C'est une politique qui n'est pas forcément actuelle, c'est une vieille politique. Je sais que en 96, quand la FIDEL venait, j'ai dit que c'est une alliance de forces armées étrangères. Il y avait des listes. Il y avait des listes de gens qui pouvaient parler pour le pays. Et chacun devait être tué. Là, on n'a pas fait de distinction. Mais aujourd'hui, les étudiants, c'est parce que demain, les étudiants sont ceux-là pour gouverner ce pays. Et les étudiants sont en train de parler. Les étudiants sont là pour dire non. C'est la classe politique qui est la plus, je pourrais, la plus indépendante de tous. Et c'est pour cela qu'on veut les tuer. D'accord. Rapidement alors, parce que le temps commence à avancer, la population elle-même, comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce qu'elle conçoit ces soulèvements de nos jours? Parce que c'est la jeunesse, mais il y a des gens qui sont un peu réticents, qui ne veulent vraiment pas sortir, qui ne veulent pas donner le coup de pouce aux jeunes. Qu'est-ce que vous en dites? Mais il y aura toujours des gens qui ne voudront pas faire ce que les autres font. Mais ce qui est important, c'est que la majorité veut le changement. Et il y a une majorité populaire qui finira par avoir raison de l'actuel régime. Et cela viendra. Nous ne sommes pas le seul peuple qui se bat comme ça. Et un jour, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça sera du passé. Et je le souhaite bien. Parlons un peu de l'étendue en général du pays. Est-ce que les revendications pour les soulèvements sont les mêmes? Parce que nous avons vu les Kivu s'embraser, nous avons vu Kinshasa, nous avons vu ailleurs. Est-ce que ce sont les mêmes revendications? Et de l'autre côté, il y a eu une marche de soutien au président de la RDC actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point? Les revendications allant dans le sens de voir l'actuel président partir sont les mêmes. S'il y a des gens qui ont marché pour soutenir l'actuel président, j'ai appris qu'on les a payés. Ils ont été obligés de sortir. Ah, vous êtes membre du PPD, vous devrez aller marcher, sinon vous allez voir ce qui va vous arriver. Il y a eu des intimidations, nous savons ce que ça signifie. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Notre peuple est assez mature maintenant. On ne peut pas continuer à mentir à notre peuple. Eh bien, parlons maintenant de ces mouvements de soulèvement. Ceci ne pourrait pas engendrer un risque de découpage du pays, parce que déjà il y a des propositions de découpage. N'en profiterait-il pas pour découper le pays? Mais s'il est fait, on saura que c'est pour faire plaisir à certaines personnes. Vous savez, j'étais à une conférence, c'était à Saint-Andrew University. À cette conférence, j'étais étonné de voir que une bonne maman, c'était une conférence sur le Congo, c'était au mois d'avril 2013. C'était une bonne maman qui disait, voilà,
nous nous sommes intéressés par le découpage territorial. J'étais vraiment étonné parce que le découpage territorial, c'est une affaire intérieure. Alors, j'ai eu l'impression que le découpage intéresse l'extérieur, plus l'extérieur que nous-mêmes. Parce que si c'est un petit territoire où il y a des minéraux, c'est plus facile d'aller voir les responsables de ce petit territoire et pouvoir exploiter beaucoup plus facilement qu'une grande, des grandes dimensions d'un territoire. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le découpage territorial. Ok. Si vous avez des conseils par rapport à la suite du mouvement de soulèvement de notre pays, et si vous avez un appel personnel, par exemple, à la population, ou si vous avez quelque chose dans votre cœur que vous voudriez donner ou dire aux autres, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques 2-3 minutes? La seule chose que je peux dire, c'est répéter qu'il faut lutter autour de l'organisation de... Je ne sais pas si c'est un soulèvement, mais en tout cas de ces manifestations de nos populations. Nos populations se soulèvent, entre guillemets, mais nos populations protestent contre l'actuel gouvernement. Et moi, j'encourage notre population à bouter dehors ceux qui les tuent. Et ceux qui les tuent sont représentés par l'actuel président. L'actuel président, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Derrière lui, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour terroriser, pour tuer et pour réduire notre pays en néant. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous avons vraiment un pays organisé comme nous le souhaitons. Une dernière question, peut-être que j'aurai la réponse. D'où il vient? De qui il est le fils? Oui. La question se pose toujours. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train d'être gouvernés par un inconnu célèbre. Et jusqu'à quand? Okay. On doit mettre fin à tout cela. Juste en une seconde, voudriez-vous que le peuple congolais attend jusqu'en 2016 ou qu'il fasse partir maintenant? Maintenant, tout de suite, même dans une minute. D'accord. Merci maman. En tout cas, nous attendons à ce que vous ayez le projet des lois en question, la loi en question, comme ça nous allons la déballer ici. Bien maman, parmi les noms cités des gens arrêtés, nous avons le nom de monsieur Christopher Ngoyi, qui est un de la société civile, je crois. Pourquoi son arrestation? Quelles en a été les raisons? Vous avez vendu tout cela? Oui, j'ai suivi sur TV5. TV5 a parlé de lui, de Christopher Ngoyi. Il a été à l'hôpital Mama Yemo. Et ce jour-là, il a vu arriver des militaires qui étaient en train de tirer. Et par d'autres sources, j'ai appris même qu'il y a eu 4 femmes qui étaient blessées. Et il est sorti, il est rentré à Matongé, c'est là où on l'a arrêté. Et en suivant M. Mende, il a dit qu'il a été arrêté pour incitation à la haine raciale, pour des histoires à dormir debout. Alors, nous avons un gouvernement qui arrête des gens qui parlent. Donc, c'est un gouvernement qui ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Monsieur Lamère Mbena même dit que ceux qu'on a tués, c'était 14 après lui, ont été tués par des vigiles au lieu de pillage. Et il sait très bien qu'en le disant, il est en train de mentir. Ces pillages ont eu lieu où? Comment s'appellent ceux qu'on a tués? À quel endroit? Voilà, il ne sait pas. Alors, nous avons vu la police, l'armée. On sait que c'est plus la garde présidentielle et des étrangers qui ont tué la population. On les a vus avec des fusils, tirer sur la population. Mais quand il parle que ce sont des vigiles qui ont tué, c'est la première fois que j'entends, que j'apprends que les vigiles au Congo peuvent tuer. En vertu de quelle loi? Quel est le statut des vigiles au Congo? Alors moi je pense que M. Mende est un grand irresponsable. Il est très dangereux pour la République. Et il est bon que lui aussi, qu'il tombe avec ce gouvernement. Il est très dangereux parce que ce qu'il raconte, on sait que ce sont des mensonges. Il est en train de nous réduire, disons, à des menteurs, à un pays de menteurs. Alors nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Donc nous demandons à M. Mende qu'il sache qu'un jour il ne sera plus ministre d'information, qu'il le sache. Il ne le sera pas, c'est la chose la plus sûre.
et qu'il libère tous ceux qu'on a arrêtés de façon injuste, dont Christopher Ngoy, Madame Pascaline Koudoura, Monsieur Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres dont nous ignorons les noms. En tant que juriste, juste pour finir, en tant que juriste de droits de l'homme, est-ce qu'il y a une initiative qui pourrait se faire au niveau international sur ce sujet? En fait, nous allons continuer. Nous avons déjà saisi la CPI en 2010, à l'issue de la mort de Chebea, Floribert. Nous sommes en train de préparer une autre saisine à la CPI, et Mende doit savoir qu'il sera cité nommément, ainsi que Bochab sera cité nommément. Ça, ils doivent le savoir. Et j'ajoute aussi le ministre de la Défense, il sera cité. Bochab, il est de l'intérieur. La Défense, je n'ai pas son nom en tête. D'accord, il n'y a pas de problème. Aussi, si nous pourrons revenir sur le sujet de la Constitution, voir ce qui circule autour, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Nous vous remercions une fois de plus d'être venus parmi nous, et surtout pour le peuple congolais. Ce n'est pas la dernière fois, en tout cas. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers amis. Je crois que vous avez suivi maman, peut-être très court, mais si vous voulez l'entendre encore plus, soutenez maman, appelez-nous, nous vous ferons parvenir auprès des mamans. Ça, c'est notre devoir. Elle a besoin de vous, les Congos ont besoin d'elle, et je crois que tout le monde a besoin de tout un chacun. Merci à vous. www.congosynthèse.com congo.com, tolega.net, Richard Monga à la caméra, Jean-Guy Kikam au micro. Notre invité était bien Maman Thérèse Marie Landou. Oh, Marie-Thérèse Landou, pardon. Merci, bye bye.